C'è uno che cammina per la strada, poi dice: Ma scusi, che ore sono? Beh, è ora di ridere. Ma scusi, che ore sono? È ora di ridere. Ma scusi, chi era? È ora di... Ciao, buona giornata. Bonjour et bienvenue à cet atelier de la Mindfulness. La Mindfulness, dans cet atelier, sera séparé en 4 parties. Une partie, l'utilité et le fonctionnement de la Mindfulness, de comment ça fonctionne. La deuxième partie, il y aura une partie de yoga du rire, Ho'oponopono, et ensuite une méditation avec la programmation des objectifs. Donc la Mindfulness, c'est une combinaison de ces différentes méthodes de travail, de la psychologie, pour trouver une liberté psychologique et affective. En effet, je pourrais dire que la mindfulness pour moi, c'est l'envie, me donner l'envie de me lever le matin de bon pied, l'envie de bien faire les choses, l'envie d'être heureux, l'envie de m'épanouir en toute simplicité. Avant de commencer à approcher la mindfulness, on va comprendre comment ça fonctionne l'être humain, comment il est structuré, comment il fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante. Comme vous pouvez voir ici, il y a, dans ce tableau, c'est un tableau fait par le maître Omar Mikhail Ivanov, conçu par le maître Omar Mikhail Ivanov et dessiné par le frère Marc Enzani. Vous voyez bien, il y a deux natures. Dans ces deux natures, supérieure et inférieure, d'accord, je les sépare en deux parties et on peut dire qu'il y a que l'amour, mais il y a un amour qui enchaîne et un amour qui libère. Dans ce tableau, c'est une photo de chacun de nous. Et nous, on est tous conçus comme ça. C'est-à-dire qu'avant d'être incarnés, on était des esprits. Donc ça, c'est une partie un peu délicate à comprendre. On était des esprits incarnés dans une énergie. Cette énergie, elle a déclenché des spermatozoïdes. On était incarnés dans des spermatozoïdes. Avec un orgasme spectaculaire, enfin j'espère vivement, on entrait dans l'ovule de maman. Et par ces émanations et son sang, il a créé ce corps. Donc à l'origine, on est des esprits. Et c'est là tout l'intérêt de la mindfulness, d'arriver à prendre de la distance par nos émotions et nos pensées et arriver à les utiliser comme on veut, ne plus les subir, mais s'en servir comme on l'entend. Si on regarde le corps physique, on peut parler du corps physique pendant des années. C'est-à-dire que si je commence à expliquer comment ça fonctionne, la peau, l'articulation, l'œil, le cœur, le sang, on s'aperçoit qu'on peut parler pendant des années. Le corps physique est très complexe et très sophistiqué. Mais de même, tous les corps subtils sont autant sophistiqués et complexes. On commence maintenant, avec la psychologie moderne, à se rendre compte de l'importance du subconscient, de comment ça marche l'émotionnel, le mental, et ainsi de suite. Je vais parler surtout de cette partie-là, de la partie de le corps astral, émotionnel et mental. Donc ça, c'est les deux parties qu'on va utiliser avec cette méthode. Donc, le corps physique, si quelqu'un reste alité pendant longtemps, les muscles vont s'atrophier. Donc, quand il sort de cette période de souffrance, de maladie, il a besoin de refaire une rééducation, de travailler les muscles. S'il ne travaille pas, il s'atrophie. Mais la même chose, dans le plan, dans tous ces corps, si on ne s'en occupe pas, il ne fonctionne pas. Donc, il faut apprendre à s'en servir, voir à quoi ça sert et comment s'en servir. De même, tous les jours, on mange. Et tous les jours, on a besoin d'aller à la selle. C'est normal. Mais de même, émotionnellement, on reçoit des émotions, on encaisse des émotions, il faut apprendre à les nettoyer. En même temps, psychiquement, il faut apprendre, on reçoit beaucoup d'idées, des pensées qui nous orientent dans nos choix, mais il faut apprendre à nettoyer. Donc l'utilité vraiment efficace de la mindfulness, du yoga du rire et du Ho'oponopono, c'est vraiment arriver à nettoyer cet intestin émotionnel et mental afin d'avoir cette liberté psychologique et affective. La définition de la vie spirituelle. La vie spirituelle,
pour moi, donc ça n'engage que moi, c'est cette capacité d'échanger attitude, d'échanger point de vue. C'est-à-dire qu'on est fermé, incarné dans un point de vue géocentrique, et la vie spirituelle, ça me permet de sortir de ce point de vue pour pouvoir changer attitude et point de vue. Et c'est ça la partie la plus difficile. Donc, tu peux faire toutes les pratiques qu'on veut, mais si on ne veut pas changer, on restera encore pire. Donc, c'est là, c'est vraiment l'importance. Bon, pour là, on va comprendre l'importance de la méditation. La méditation et tout ce que je vais vous raconter là, vous verrez, c'est assez banal, c'est assez ordinaire. Mais le fait qu'on se rend compte que ce sont des outils qu'on utilise tous les jours, on peut utiliser et les appliquer. Donc la première chose, la méditation, par exemple, quand on parle de la méditation, on pense que c'est quelque chose qui est réservé aux autres. Ça ne nous regarde pas. En effet, tout le monde médite. Tout le monde médite et il y a des milliers de degrés de méditation. Il n'y a pas seulement une façon de méditer. Donc il y a milliers de degrés. Alors, quand je parle de méditation, je parle d'observation intérieure de soi-même. Et c'est quelque chose que tout le monde fait. Le matin, par exemple, quand quelqu'un se lève, on me pose la question, est-ce que tu as bien dormi? Pour savoir si j'ai bien dormi, j'observe à l'intérieur de moi-même et je vois si je suis reposé, si j'ai de bonne humeur, si je suis en forme. Et si je ne le suis pas, qu'est-ce que je fais? Je mets en mouvement des énergies pour pouvoir me mettre en situation d'être efficient pour aller au travail, pour être de bonne humeur, pour être efficace. Donc ça, pour moi, c'est la base de la méditation. Et tout le monde fait ça. En effet, méditer, c'est bouger des énergies dans l'objectif qu'on s'est mis. D'accord? Donc on prend par exemple, il y a une phrase de Steiner, une anecdote de Steiner que ça m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment beaucoup touché. Steiner, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait créé le Goetheanum. C'était un immeuble, une école qui fait au moins 6 étages, tout en bois. Et quelqu'un, qui n'était pas d'accord avec lui apparemment, il a mis feu à son école. Et donc Steiner, imaginez-vous, un immeuble de 6 étages, tout en bois qui brûle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un seau, il va prendre un seau d'eau, et puis il arrive, et il va essayer d'éteindre le feu. Et puis il retourne au puits, reprend de l'eau, et le jette. Au bout d'une demi-heure, il y a un disciple qui va le voir et lui dit « Maître, vous n'y arriverez pas à éteindre le feu avec des seaux. » Parce que le disciple croit toujours être plus malin que le maître. Le maître lui donne une réponse, et cette réponse pour moi c'est la réponse pour résoudre tous les problèmes. C'est vraiment, quand on arrive à comprendre ça, on s'aperçoit que la vie ça devient que des solutions. Donc le maître Steiner lui dit, je sais bien que je ne peux pas éteindre le feu avec ça, mais il faut toujours travailler avec des forces constructives. Et là, ça devient vraiment très intéressant de voir qu'on a le choix, et là on va bien dans ces deux natures, de travailler avec l'amour qui enchaîne, qui nous crée toujours des problèmes, ou avec l'amour qui libère, et travailler avec cette énergie constructive. Et on trouvera toujours des solutions. Mais pour ça, il faut arriver à sortir de l'esclavage des 5 sens, de la personnalité. Et tous les enseignements initiatiques, toutes les religions expliquent toujours la même chose. Comment sortir de l'esclavage des 5 sens pour vivre cette vie merveilleuse. Et ça, c'est des choses qu'on connaît. On le fait de temps en temps au quotidien. Mais on ne lui met pas assez d'attention. Donc l'attention. L'attention, c'est c'est le plus grand pouvoir qu'il y a sur Terre. L'attention. L'attention et le libre arbitre. C'est là. C'est-à-dire que donc nous sommes des esprits incarnés dans de l'énergie, incarnés dans un corps physique. Je dirais même qu'on est sur Terre, on est des esprits dans un contenant, dans un conteneur qui bouge des énergies, qui sécrète, qui met en mouvement des énergies. Et ces énergies, on peut être des usines à poison, comme on peut être des sources de bénédiction. Ça dépend de nous, quelle énergie on veut nourrir, comment on veut orienter notre vie. Donc c'est là que ça devient très intéressant que, en fonction des schémas mentaux qu'on a, de la pollution qu'on a dans notre mental et la pollution qu'on a dans notre émotionnel, on est limité. On est vraiment très très limité. Et au fur et à mesure qu'on arrive à nettoyer ces champs émotionnels et ce corps émotionnel et ce corps mental, on s'aperçoit qu'on a les possibilités et on peut travailler avec une énergie constructive. Donc, une
On dit, on connaît l'histoire, beaucoup de monde connaît l'histoire du loup blanc et du loup noir. Donc à nous, on a un conflit avec le loup noir qui veut faire du mal et le loup blanc qui veut faire du bien. Et vous savez, c'est celui qui gagne, celui qu'on a alimenté. Donc en fonction de l'attention que nous on met, on alimente l'énergie qu'on veut faire. On est emprisonné dans cette nature inférieure, on est emprisonné dans notre mental, on est emprisonné dans notre émotionnel. Comment on fait pour sortir de cette prison imaginaire? Alors, tout d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne en schéma mental. Donc, il y a énormément de schémas mentaux, je vois si on dit comme ça. Donc, maintenant, je trace une ligne ici, blanche, je fais passer un ballon. Personne ne me donnera un centime. Mais si on décide que de telle heure à telle heure, c'est le championnat du monde, et que si le ballon traverse cette ligne, ça va créer des millions d'emplois, ça va tourner des milliards d'euros, et que toute une nation peut faire la fête toute la nuit parce que ce ballon a passé, il a gagné le championnat, ça prend une valeur démesurée. Mais en soi, ça ne veut rien dire. C'est juste un schéma mental, c'est juste une projection de mon mental. Si je prends une lumière rouge ou verte, ça ne veut rien dire. Mais on a donné le code qui passait avec un feu rouge, c'est dangereux, rien que le fait d'y penser, on a déjà peur. Parce que le schéma mental, il déclenche les émotions et ça va continuer. Donc, nos schémas mentaux, ils orientent notre façon de vivre. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir s'en servir, ne pas être esclave, c'est-à-dire sont nécessaires, indispensables, pouvoir sortir de ces schémas mentaux et les manipuler comme on les entend. D'accord? Combien ça pèse cette télécommande? 20 grammes. Bon, 50 grammes si on veut. C'est pas lourd. Mais au bout d'une heure, ça devient lourd, ça devient assez chiant. Au bout de 2 heures, ça devient épouvantablement lourd. Mais si je la pose et je la reprends, ça sera toujours légère. Ça, c'est l'avantage de le yoga du rire. C'est-à-dire que psychiquement, mentalement, émotionnellement, on a des charges qu'on garde tout le temps. Mais quand j'arrive dans le fou rire, quand j'arrive à rire, que j'entre dans le fou rire, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à prendre de la distance, je vais poser tous mes poids psychologiques et affectifs, et je me suis reposé. Quand je reprends le problème, eh bien, je suis reposé, c'est plus facile, et je peux changer ma façon de voir les choses. Donc, l'importance du yoga de rire, de le fou rire, c'est très intéressant. C'est-à-dire, quand on a un problème, on a un blocage, qu'on n'arrive pas à réfléchir autrement, de sortir de ces schémas pour aller chercher autre chose. Ces plans subtils, ces corps subtils, tout le monde s'en sert tous les jours. Mais on ne sait pas qu'ils sont des corps subtils, c'est ça qui est un peu évident. Par exemple, on fait ses comptes, et puis ça tourne pas rond. Donc on va chercher, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Donc on va chercher, en dehors de notre point de vue, des solutions. Donc ces corps subtils, ils sont toujours présents à nous et on s'en sert. Mais on n'est pas conscient. Donc apprendre à être de plus en plus conscient de ces points de vue, de ces schémas. On a pris conscience de notre vie intérieure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, on vit 2 vies en même temps. On a une vie extérieure, la famille, les amis, le travail, tout ce qu'on veut. Et on a notre vie intérieure. C'est l'attitude qu'on a envers les choses. L'attitude, c'est la plus importante. C'est-à-dire, notre vie intérieure, c'est le plus important. Parce que quand moi, à l'intérieur de moi-même, j'arrive à me mettre dans une situation de positivité, ben, j'arrive à avoir l'énergie nécessaire pour affronter ces problèmes. Donc, le yoga de rire, Ho'oponopono, c'est des outils qui me permettent de pouvoir tout de suite changer mon attitude, mon état intérieur pour affronter un problème. Donc, pour pouvoir changer attitude, j'ai besoin d'avoir un repère. Et c'est là que ça devient intéressant dans ce mindfulness. Comment trouver des repères? C'est-à-dire que maintenant, je prends la voiture, je roule. Et je me trouve aux États-Unis, puis je me trouve en Afrique, et puis en Asie, puis en États-Unis, puis en Europe, et puis en Australie. Je peux faire des millions de kilomètres, mais si je ne sais pas où je veux aller, je ne fais que répéter toujours la même chose. Mais si je dis je veux aller dans tel état, tel continent, dans tel état, telle région, telle ville, telle route, tel immeuble, tel étage, telle porte, c'est très facile, en quelques heures j'y suis, parce que je sais où je veux aller. Donc spirituellement, c'est exactement pareil, c'est-à-dire, et ça c'est très important d'avoir un maître spirituel avec un enseignement, c'est-à-dire que je sais où je veux aller. Par contre, pour savoir où je ne peux pas être concentré sur quelque chose que je ne sais pas.
Donc le fait de pouvoir travailler avec le yoga du rire et Ho'oponopono, ça me donne des répits de paix, des répits de liberté. Et c'est là que je me dis, non mais c'est ça que je veux. Quand je me trouve face à un conflit, je dis, mais ça ne m'intéresse pas ce conflit. Moi, ce que je veux, c'est avoir une relation saine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change mon attitude pour pouvoir arriver à avoir cette attitude saine. Donc, je sais qu'est-ce que je veux. Donc, c'est là que c'est intéressant de pouvoir trouver sa identité et avec son agressivité naturelle, son besoin de se dépasser et vivre quelque chose d'extraordinaire, d'aller chercher dans nos corps subtils cette énergie constructive pour pouvoir la vivre au quotidien. Et plus on travaille avec cette énergie constructive, plus on arrive à améliorer notre situation. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, on est des esprits dans un corps physique, dans un contenant, un conteneur, si on veut, qui bouge des énergies. Et on peut être des usines à poison ou des usines à bénédiction. Donc, il faut choisir. Et pour ça, on a besoin de ces vies spirituelles, de s'accrocher à quelque chose de divin. Et c'est là qu'on revient à cette phrase que disait Steiner, il faut toujours travailler avec des forces constructives. Imaginez-vous Steiner, qu'il a dépensé énormément d'argent, qu'il a fait son école, quelqu'un lui brûle, et lui, plutôt que se laisser blesser, il continue à travailler avec cette énergie constructive et il la reconstruit encore mieux qu'avant. Donc c'est ça que ça devient intéressant. C'est-à-dire le fait de travailler avec des forces constructives, ça permet de nous dépasser. Donc, pour pouvoir donner, pour aider quelqu'un, dans ce moment exactement, c'est nous-mêmes, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne, le système, l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a le dicton qu'on dit, si tu donnes un poisson à quelqu'un, il mange un jour, tu l'apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est vrai, mais c'est faux. C'est faux parce que quelqu'un qui a faim, ça ne l'intéresse pas à apprendre à pêcher. Ce qu'il a besoin, c'est manger. Quand on est en souffrance, on peut faire tous les discours qu'on veut, ce qu'on veut, c'est aller bien tout de suite. Que ce soit à travers des médicaments, que ce soit à travers une thérapie ou quoi que ce soit, mais on va aller bien. Puis après, on va trouver les outils. Et c'est un peu ce qui se passe avec les maîtres spirituels. C'est-à-dire quand on va vers un maître spirituel, c'est parce qu'on est en souffrance, on a un besoin. Au début, on est vraiment pris en charge et on vit des choses magnifiques, et on redécouvre une vie merveilleuse. Puis après, on se dit, bon, maintenant, c'est à toi de travailler. Et là, on voit celui qui continue, ou celui qui va chercher un autre maître, ça continue. Donc, on voit bien que au début, il faut donner ses repères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se concentrer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas aller à un endroit qu'on ne sait pas où c'est, on ne connaît pas la route. Donc, ce qui est intéressant quand on commence à travailler avec la mindfulness et la méditation, de reprogrammer les objectifs, c'est de dire que, ok, j'ai vécu ces sensations de paix, de bonheur, je veux me libérer de cette addiction, par exemple, et je sais où je veux aller, j'ai compris ce que je veux vivre. Et là, on commence à l'alimenter. Donc, c'est-à-dire que nos intentions, nos énergies sont canalisées autrement. Donc ce qui c'est merveilleux, c'est pouvoir changer cet état intérieur. Comment on peut construire une dépression? Parce qu'une dépression, ça se construit. C'est ça que c'est vraiment affreux de dire, chacun se construit sa dépression. Donc, on a dit on a deux vies, une extérieure et une intérieure. Et quelqu'un qui ne vit pas en vie consciente, il a un coup dur. C'est-à-dire qu'il a perdu sa femme. Bon, c'est un coup. Et puis, il a perdu son job. Et puis, il y a un échec. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il est effondré. Voilà, ça, c'est créer sa dépression. Alors, disons que maintenant, j'ai une table ici, et je veux casser cette table avec un marteau. Et pour la casser, j'ai besoin de donner 10 coups de marteau. Et je donne 10 coups, et je la casse. Mais cette fois que je donne un coup, quelqu'un me change la table, je ne la casserai jamais, parce que j'ai toujours une table neuve. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, si moi je suis conscient et je fais un travail sur moi, j'ai pris un coup dur, oui, ok, d'accord, c'est la vie, c'est normal, mais je me renouvelle, je travaille avec les forces constructives, donc je continue. Il y en a un autre, c'est normal, c'est la vie, ok, j'ai compris, mais je fais un travail sur moi, je me dépasse, paf. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir travailler avec la lumière, travailler avec ces forces constructives. Pourquoi? Parce qu'on se renouvelle sans cesse. Donc les difficultés ne font que me renforcer et me faire progresser. Et c'est là que ça devient vraiment l'importance de pouvoir prendre la distance de nos émotions, nos pensées, pour pouvoir se construire. Comment sortir de l'esclavage? Donc il y a une vidéo, comme on voit ici, il y a le lien.
Il y a une vidéo que je vous conseille de la voir plusieurs fois. Moi, je l'ai vue au moins 10 fois, et puis je la regarde toujours, mais je la connais par cœur, mais c'est vraiment super intéressant. Comment on fait pour capturer un singe? Pour capturer un singe, on prend une noix de coco, on l'attache avec une corde, on lui fait un petit trou que la main rentre juste comme ça. Et puis dedans, on y met une noix. Le singe voit la noix, il attrape la noix, il est pris au piège. Il ne peut pas sortir. Il sait qu'il lâche, sera libre, mais il ne lâchera jamais. Il se rebelle jusqu'à l'épuisement. Et puis quand il est épuisé, le braconnier, il arrive, il le prend, et il le fait son esclave, ou il le vend, il le éduque pour le travailler, il le mange en brochette, il fait ce qu'il veut. En apparence, c'est assez banal comme exemple. Mais on est tous comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On s'y accroche. Et on ne lâche pas. On sait qu'on lâche, on sera libre. Mais non, on s'accroche. Et la première chose, quand on est en souffrance, la première chose, c'est de dire, ok, là, je suis en train de souffrir, je lâche. Si je lâche, j'aurai les mains libres pour travailler avec, pour m'accrocher à autre chose et trouver la solution. Mais pour ça, ça veut dire que vraiment, il faut apprendre à se connaître et apprendre à se libérer. Et là, la connaissance des chemins mentaux et des charges émotionnelles, c'est important de les connaître, de les travailler. J'expliquais comment ça marche en chemin mental, donc c'est un point de vue. Un point de vue, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que ton point de vue, ça ne vaut rien. Aussi parfait, aussi merveilleux qu'il peut être, ça ne vaut rien. Mon point de vue, aussi parfait qu'il peut être, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est juste un point de vue. Le point de vue, c'est comme une montre qui s'est arrêtée de tourner. Par exemple, on s'est arrêté à 3h15, paf, ou 3h20, voilà. Et quel que soit le moment de la journée qu'on regarde, c'est toujours 3h20. Et moi, tu peux dire, mais moi j'ai raison 2 fois par jour. Non, tu peux avoir raison 2 fois par jour si tu acceptes les autres 1438 minutes. Autrement, tu ne sais pas quand tu as raison. Donc ton point de vue, il est faux. Et ma définition de l'enfer, c'est un endroit, on peut dire la nation, un État, une ville, comme on veut, mais un endroit où il y a plein de montres, plein d'horloges qui sont tous arrêtés à des heures différentes. Et chaque montre, ils vont imposer son point de vue. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Et c'est la loi du plus fort. Et tout le monde se bat pour avoir raison. Mais en effet, personne ne sait quelle heure il est, parce qu'ils sont tous arrêtés. Ma définition du paradis, c'est la même pièce, avec les mêmes montres. Ils sont tous arrêtés, mais ils sont connectés avec cette énergie, à cet renouvellement. Et se dit, ben maintenant c'est toi qui as raison. Non, c'est lui qui a raison. Non, c'est moi qui ai raison en ce moment. C'est-à-dire qu'on accepte le point de vue des autres et ensemble on arrive à passer au-dessus de notre point de vue. C'est-à-dire on arrive à sortir de cet esclavage du mental. Et c'est ça la projection de l'ego. C'était l'ego, je me suis fait une idée, par exemple, je m'équipe de foot, j'aimerais qu'il gagne. S'il gagne, j'ai satisfaction et je suis heureux. S'il a perdu, je suis malheureux. Mais en fait, ça ne veut rien dire, c'est juste un point de vue. Parce que quelqu'un qui n'aime pas le foot, ça lui fait complètement rien. Ce n'est pas quelque chose de vrai, c'est une projection, c'est un point de vue, c'est ça l'ego. Et alors, quand on parle de ça, c'est facile, on parle de foot. Mais quand on parle, on se trouve à niveau des besoins sociaux, politiquement. Tant que chacun reste sur le point de vue, on ne s'en sortira pas. Il faut comprendre les besoins des autres. Alors à un moment-là, on rentre dans cette énergie. On arrive à sortir de notre point de vue. Et la vie spirituelle, c'est ça, c'est pouvoir sortir de l'esclavage de notre mental pour pouvoir vivre dans cette vie et, disons, dans cette énergie constructive. Et alors là, on a en considération des autres. Et on rentre dans le monde de l'énergie. Donc on devant un être humain, en général, on s'arrête toujours à l'apparence, à son physique, comment il est habillé et tout ça. Mais en effet, après, on rentre dans le monde de l'énergie. On sent son énergie, constructive, pas constructive. Et ça, on se rend compte, on dit, oui, c'est vrai, au début, j'étais séduit, mais en effet, cette personne-là, elle n'est pas très constructive. Parce que... Voilà. Une autre chose très importante de prendre conscience, que ce que j'ai dit, c'est assez banal, parce que vous connaissez tout ça. Quand on regarde ce tableau, l'esclavage ici, dans tous les pays du monde, on condamne ceux qui ne sont pas su se maîtriser, ceux qui se restent esclaves. Un qui a volé, il est puni, enfin théoriquement. Il est puni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas maîtrisé. Quelqu'un a tué, il a fait un crime, il est puni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se maîtriser. Tout ce qu'on regarde, c'est les gens qui arrivent à se maîtriser, qui arrivent à sortir de cet esclavage. Et alors là, on a de l'estime. Et là, on dit, waouh, il a réussi, il n'a pas été tenté, il a réussi à dépasser la tentation. Donc, c'est là que ça devient très intéressant ce tableau, de se dire, en effet, moi, je me suis incarné dans tous ces corps, comment je peux sortir de l'esclavage, de mes addictions, de mes tentations, pour pouvoir vivre quelque chose de beau. Mais pour vivre quelque chose de beau, j'ai besoin de repères.
Et là, les maîtres spirituels, les artistes deviennent super intéressants parce qu'ils savent nous donner des repères de ce monde meilleur, merveilleux. Comment on fait pour aider quelqu'un? Donc, le maître Omar Mikhail Ivanov, il donne cet exemple que je trouve que c'est merveilleux. C'est tellement clair que... Voilà. Donc, on va rendre visite à un ami, et quand on rentre chez lui, ça sent mauvais, c'est renfermé, et ça sent vraiment mauvais. Et si on lui dit, écoute, ouvre les fenêtres parce que tu vis comme un animal, il va se vexer. Alors, ce qu'on fait, on lui dit, écoute, je dois aller chercher quelque chose de l'autre côté du parc, tu peux m'accompagner? Le fait qu'on sorte, on fait une promenade dans le parc, on s'oxygène. Quand il rentre chez lui, lui-même, il dira, oh, tiens, ça sent mauvais ici, il faut que j'ouvre. Ok. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vit dans des souffrances, on vit dans une mentalité, on vit dans un chemin mental. Et quand on arrive à sortir de notre chemin mental, on se dit, ah oui, c'est vrai, je peux vivre autrement. Ah oui, super. Et donc, on ne va plus retourner en arrière. Parce qu'on a goûté qu'est-ce que c'est la liberté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, et là, il faut se donner les moyens pour pouvoir sortir de cette mentalité, de ce mode de vie. Et là, les chemins mentaux deviennent très importants. Donc, en chemin mental, dans le Omar Mikhail Ivanov, il donne, c'est Peter Denov d'ailleurs, qui donne cette formule, l'hôte idéal. Un corps pur, comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil. Après, il y a aussi le reste, mais je m'arrête ici. L'intellect lumineux comme le soleil, à quoi ça sert? En effet, le mental, il s'adapte à tout. Il s'adapte à tout ce qu'il voit. C'est comme un foulard que l'on met dans un tiroir avec des parfums. Quand on le ressort, il est imprégné de ce parfum. Donc je vois quelque chose, je vois un film, et je vois que le protagoniste qui me plaît beaucoup, il fume. Naturellement, le mental, il me poussera à lui ressembler, et me poussera à avoir envie de fumer, juste pour lui ressembler. Parce que le mental, il m'a guidé, je suis esclave de ça. Et il prend des schémas, il les prend tout le temps. Mais il n'y a pas que les schémas, il y a aussi des étiquettes, des mantras qui sont mis en nous, à laquelle, si on fait pas attention, on est porté à s'adapter à ça. Par exemple, pour un enfant, on lui dit, de toute façon, tu es un feignant, tu ne sais rien faire de tes mains. Quoi qu'il fasse, il fera tout le possible pour prouver que tu as fait ce que tu lui as dit. Il fera tout le possible, parce qu'on lui a mis cette étiquette dedans. Maintenant, l'enfant, le même enfant, tu lui dis, écoute, de toute façon, je sais que tu es courageux et tu auras toujours envie de faire bien ton travail et tout t'applique. Quoi qu'il fasse, fera toujours possible de faire ça bien. Donc, l'étiquette qu'on a dedans, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous connaissez le travail du professeur japonais Omoto, les photos des cristaux. C'est-à-dire qu'on met un mot sur de l'eau et le mot qu'on a mis dessus, il influence. On a fait des essais avec le riz ou avec l'eau, avec beaucoup de choses. Mais ça, c'est en nous. C'est-à-dire qu'en nous, on a énormément d'étiquettes et toutes ces étiquettes, ils vont nous influencer. Prenons un exemple. Combien ça pèse cette télécommande? 20 grammes, 50 grammes. C'est pas lourd. Mais au bout d'une heure, c'est très lourd. Ah, je l'ai déjà dit ça, oui. Au bout d'une heure, c'est très lourd. Ouais, je me répète. Mais au bout de 6 mois, est extrêmement lourde. Mais je me suis habitué. Et tous les choix, je les ferai avec ça. Et je ne saurais même pas ce que ça veut dire avoir une main libre. Et ça, c'est exactement toutes les étiquettes, tous les schémas mentaux qu'on a dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est être libre. On ne peut pas même s'imaginer que ça pourrait être autrement. Donc, comment arriver à lâcher pour avoir la main libre? Et une fois qu'on a la main libre, même pendant quelques secondes, on se dit, ah oui, ça pourrait être autrement, super. Mais ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que si j'arrive à être libre, ça veut dire qu'il faut que je me responsabilise. Il faut que j'accepte ma liberté, donc je sors de ma dépendance, je sors de ce point de vue, de ce schéma mental, disons, de ce point de vue géocentrique, pour avoir une ouverture. Donc la liberté, ça nous fait peur. Parce que dès que je suis libre, je suis responsable, je suis adulte. Donc là, c'est là le grand choix. Et là, comme je disais, on a le grand pouvoir de libre arbitre, de pouvoir choisir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux rester coincé ou je veux me libérer? Et quand on se libère, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste changer la relation avec les autres. Et là, ça devient très intéressant parce qu'avec le yoga du rire, je prends conscience de mes blocages. Et avec Ho'oponopono, je débloque les énergies, les carburants, pour pouvoir vivre en liberté.
Et là, c'est vraiment, les mindfulness deviennent vraiment très très intéressants, très efficaces. On est arrivé au point de pouvoir changer d'attitude. Changer d'attitude, ça veut dire que des fois, on a peur que ça marche en situation, qu'en relation ça marche, qu'en entreprise fonctionne, que certaines fonctionnent. Pourquoi? Parce que si ça marche, je dois changer d'attitude. Et changer d'attitude, ça nous fait peur, ça nous terrorise. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un, il faut se la gagner. Et on est éduqué, très souvent, à avoir le côté négatif et pas avoir le côté positif. On n'est pas éduqué à la réussite, on n'est pas éduqué à la liberté psychologique, être heureux. C'est quand on s'habitue à être heureux, les gens ils nous trouvent bizarres. Ils disent, mais tu es heureux, tu es de bonne humeur, tu souris. Je dis, c'est normal. C'est pas normal, c'est faire la tête. Et bon. Donc, c'est là que c'est vraiment intéressant de dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un, et c'est là que c'est très difficile, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller bien. Ce qu'on peut faire, c'est lui donner un exemple, à la limite lui dire, prier pour cette personne, mais surtout lui faire vivre des sensations. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut-être il ne va pas bien, de vivre quelque chose d'extraordinaire, de sorte que cette personne va aller mieux. Alors, en ce moment-là, on lui fait vivre quelque chose et lui-même se dit « Ok, je peux changer ». Il y a peut-être une possibilité de changer, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer aux autres. Donc, tout ce que j'ai dit là, toutes les méthodes qu'on travaille, c'est pour notre développement personnel. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler sur les autres, on travaille que sur nous-mêmes. C'est qu'on a besoin pour se dépasser, c'est qu'on a besoin vraiment pour réussir. On a besoin d'aimer quelque chose, d'aimer quelqu'un. L'amour, c'est la plus grande puissance. L'amour, tout ce qu'on fait, c'est par amour. Comme vous voyez ici, il y a l'amour qui enchaîne, l'amour qui fait souffrir, qui sacrifie tout ce qui est intelligent. Et on a l'amour qui nous libère, qui sacrifie tout ce qui est stupide pour quelque chose de grand. Comment devenir un héros spirituel? Le héros spirituel, c'est vraiment très très important, devenir un héros. Si tu prends une femme un peu feignasse, même un homme un peu feignant, tu vois, puis ils ont des enfants, ils deviennent des héros. Elle ne dort plus la nuit, il ne dort plus, tu sors, non, il faut que j'achète les chaussures aux enfants, non, tout ça, non, j'ai les enfants. Tout est consacré à ça, parce que cet enfant, il devient plus important que tout le reste. Et pour sacrifier tout, ils font des efforts, ils se mettent au travail, ils se dépassent, ils s'endettent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants, ils vont laisser quelque chose. Donc, ce que c'est dire, ils ont trouvé quelque chose de plus important que leur paresse, que leur confort. Mais de même, pendant les guerres, par exemple, il y a des gens qui ont juste l'argent pour manger, puis ils préfèrent acheter de la dynamite et faire sauter les voies de train, plutôt que manger, ils risquent de se faire torturer, tuer. Pourquoi? Parce que leur idéal de démocratie et de liberté est plus important que leur confort. Donc, si on veut, c'est exactement là l'intéressant, c'est-à-dire trouver une bonne raison pour se dépasser. Et c'est ça que c'est affreux, que dans notre culture, on dirait que dès que tu as quelque chose pour se dépasser, c'est ridicule, à quoi bon? Non, ça ne vaut la peine. Je vais regarder, chaque année, je vais voir l'athlétisme, le championnat du monde d'athlétisme, à Monaco. Donc il y a les meilleurs du monde, ils courent, ils se dépassent, ils sautent, ils font des choses que tu me dis, mais c'est à sauter un mètre de plus, un mètre de moins, on s'en fout. Tu vois, tu as mis 10 secondes de plus ou 10 secondes de moins, c'est pas grave. Mais le fait qu'eux, ils ont envie de se dépasser, l'envie de dépasser, de vaincre, de réussir, c'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'on éveille ce Mars supérieur, on éveille cette venue supérieure, ils se dépassent, ils ont un idéal, ils y arrivent. Et c'est la même chose, nous, qu'on doit trouver. C'est-à-dire que tous les matins, avant de me lever, je remercie, et je me dis, je veux me lever de bonne humeur, je veux me lever de bons pieds. Je vous dis, quoi bon? Non, vas-y, il faut se lever. Pourquoi? Parce que le fait que je me lève ça, je déclenche des forces positives. Le fait que je déclenche des forces positives, je renforce mon aura. Et je travaille des forces constructives. Et tout ça va mieux. Et tout ça se met en place. Et quand j'arrive au travail, je dis, mais je veux que ça se passe bien. Alors, bien sûr que j'ai des conflits, j'ai des problèmes, j'en ai une montagne. Mais je dis, non, je veux que ça se passe bien. Et je ferai tout le maximum pour que ça se passe bien. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me permet de sortir de mon esclavage, de ma paresse, de mon inconfort. Et c'est là mon pire ennemi. C'est l'inconfort. C'est ce confort ou cette paresse. Donc, sortir de sa zone de confort et rentrer dans l'inconfort, dans le risque, même si des fois on se brûle un peu, ça nous permet de rentrer dans ce monde merveilleux de la vie spirituelle, de ce monde de l'ouverture. On commence à vivre autre chose, on attire d'autres énergies, on se nourrit autrement.
Donc, je voudrais revenir sur le point de vue du mental et des mantras et des schémas. Tout le monde sait comment fonctionne un photocopieur. Donc, j'ai 3 pages à photocopier, je mets la première, j'appuie dessus et je fais la photocopie de la première page. Je peux appuyer 1000 fois, j'aurai 1000 fois la photocopie de la première page. Si je veux voir autre chose, je dois changer la photocopie, je dois mettre la page 2. Ça paraît évident. Mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que depuis ma naissance, combien d'impressions, des mantras, des mots m'ont collé dans mon subconscient, dans mon corps éthérique, disons, et je répète toujours les mêmes erreurs. Je répète toujours les mêmes erreurs. Comment arriver à changer cette étiquette? Comment changer cette énergie? Comment changer ce schéma mental? Parce que tout le monde, je répète toujours la même chose. Et donc, on ne peut pas, c'est impossible, avoir un résultat différent si on garde la même attitude. Donc, changer d'attitude, ça veut dire, je change mon attitude, je change mon habitude. Et là, le comportement, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, jusqu'à ces temps, on a pris toutes les impressions, et on continue même après, parce qu'on les prend tout le temps d'ailleurs, mais notre comportement, notre discipline de vie, ça peut nous permettre de changer ces schémas, ces impressions, ces habitudes, et c'est là qu'on peut se libérer. On va passer à la partie du yoga du rire. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de la télécommande. Quand je dis combien ça pèse, 50 grammes, mais au bout de 6 mois, ça devient vraiment insupportable. Et quoi que je fasse, elle est toujours là. J'avais des collègues de travail qui m'ont dit « Oui, mais c'est bête de garder cette télécommande 6 mois dans la main. » J'ai dit « Oui, évidemment, c'est vraiment très bête. Mais c'est bête aussi de garder tout. C'est sage émotionnel. » Donc, avec le yoga de rire, on va commencer à travailler comment nettoyer notre intestin émotionnel, notre intestin mental. Ce que c'est très intéressant, c'est quand on est dans le fou rire, on est dans le temps présent. On ne peut pas fuir. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on est exactement là, on ne peut pas faire autrement. Et si on s'observe, on s'aperçoit qu'on prend de la distance de notre mental, de nos émotions, et on peut changer ça. C'est-à-dire, on peut aller chercher autre chose. C'est ça que ça devient super intéressant le yoga de rire, c'est-à-dire que je prends de la distance et je peux m'observer. Quand on dit je peux m'observer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui peut choisir quoi observer. Par exemple, si je lis un texte, je vois, si je fais attention à l'orthographe, des fois je perds le sens. Si je fais attention au contenu, au sens, je ne vois pas l'orthographe. Donc il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui peut poser l'attention. Il sait où poser l'attention. Donc ce quelqu'un, plus je prends le temps de le apprécier, de le respecter et de travailler avec, plus je prends de la distance, plus je peux me permettre de travailler et développer tous ces corps. La définition du bonheur, pour moi, c'est quand tous ces corps sont en harmonie et développés correctement. Et là, je suis dans une situation de bonheur, c'est-à-dire de plénitude. Donc, on va commencer à faire quelques exercices. Et donc pour ça, on va commencer à chauffer la voix. Donc, c'est très important. Le yoga du rire, c'est très puissant. C'est très, très puissant. On va chercher du carburant, des sensations très fortes. Et quand on s'emballe, des fois, on a vraiment du mal à maîtriser. Donc, par exemple, j'avais des personnes qui étaient là et disent « Non, pourquoi tu n'arrives pas à rire ?» Il dit « C'est trop… » Il avait un problème de couple, il dit « Mais c'est trop violent, je pense que je ne peux pas maîtriser ça. » Donc, quand on rentre dans le fou rire, on est toujours maître de notre fou rire. On est toujours maître de notre fou rire. Donc, c'est-à-dire que si on voit qu'on s'emballe, il faut apprendre à se calmer, respirer. En général, on doit signer aussi une lettre qu'on n'a pas de problème d'hypertension, qu'on n'a pas de problème de cœur, qu'on n'a pas de problème d'hémorroïdes et ainsi de suite, parce que ça peut déclencher des forces. Donc, je veux dire que quand je dis que le yoga de rire, c'est l'activité la plus sérieuse que j'ai fait dans ma vie, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui va toucher profondément dans notre subconscient et ça va sortir des choses très fortes. Donc, on va chauffer la voix, tout d'abord. Et pour chauffer la voix, on s'imagine qu'on souffle dans une paille.
Ok. Donc pourquoi je fais la voix? Parce que quand on commence à rire beaucoup, ça force sur les cordes vocales. Donc c'est important que les cordes vocales soient prêtes. Le yoga du rire, on ne fait pas de blagues et on ne fait pas d'humour. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc on rit sans raison. En effet, il y a une raison, on s'efforce de rire. C'est-à-dire que le rire, c'est la santé elle-même, c'est l'énergie de la santé. Quand le rire commence à fonctionner, ça nettoie notre intestin émotionnel, notre intestin mental, et cette énergie rétablit tout en bonne santé. Ça m'arrivait des fois d'être malade, d'avoir un bon fou rire, et ça y est, c'est parti. C'est-à-dire que c'est comme des entités qui se nourrissent des souffrances, la maladie, et avec un bon fou rire, elles s'en vont, elles disparaissent. On va faire quelques petits étirements, tout d'abord. Faire des étirements comme ça, parce que le fait de faire des étirements, on va ressentir notre corps. C'est-à-dire que c'est très important de ressentir le corps, parce que le fait qu'on s'observe à l'intérieur de nous-mêmes, le fait de sentir notre corps, ça nous permet vraiment de pouvoir savoir où on en est. Voilà. Ah, j'aime bien celui-ci. J'aime gauche, bras droit. Bien étiré. Et le contraire. Ok. Donc on va s'échauffer un peu. Ho, ho, on va répéter ensemble, on tape dans les mains, on va faire ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. On va sentir l'énergie qui sort et on va... Donc, c'est que c'est difficile dans le yoga de rire. C'est la partie la plus difficile. C'est sortir de l'image de nous-mêmes. Sortir de la zone de confort. C'est-à-dire, quand on rit, on se met à vif. Donc, on ne peut plus fuir. Et c'est la partie difficile, parce que rire sans raison, tu dis, c'est n'importe quoi. Au début, souvent, les gens qui font le yoga de rire, ils sont un peu déçus. Puis après, quand ils comprennent l'utilité, ils disent « Ah ouais, c'est super, on peut le faire en science. » Voilà. Donc au début, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un rire ridicule. Et vous allez répéter ce rire ridicule. Parce que le fait de rire de façon ridicule, on sort, on n'a plus honte, on s'accepte tel qu'on est. Parce qu'on est très bien. Donc c'est bien de ne pas se cacher. Alors, mon rire ridicule... Allez, tous ensemble. Très très bien, bravo. Très très bien, bravo, bravo, bravo. Donc on commence déjà à faire un peu une idée de comment ça fonctionne. Donc, de yoga de rire, vous trouverez énormément d'exercices sur Internet. Donc, c'est vraiment une médecine. Moi, je dis, pour moi, c'est la médecine, c'est une nouvelle sorte de médecine, parce qu'en effet, c'est vraiment la santé qui travaille. On va continuer à faire encore quelques rires, et puis on va mettre l'application de la mindfulness avec le yoga de rire. Donc, ça me plaît énormément, parce que vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure, la définition de l'enfer, c'est que chacun montre qu'il s'est arrêté de tourner et impose son point de vue, son heure. D'accord? Voilà, un point de vue, c'est comme une horloge qui s'est arrêté de tourner. Et donc, quand on pose une question, quelle heure il est, la première chose que ça vient de dire, c'est l'heure de rire. Quelle heure il est? Et là, c'est très bien parce que ça fait sortir. Mais quand j'ai un problème avec quelqu'un, il y en a qui me fait la tête. Je dis, elle fait la tête. Et je me mets à rire. C'est-à-dire qu'il y a un conflit, même pas devant lui parce que souvent c'est vexe, mais le fait que plutôt de rentrer dans ce conflit
parce que je ne me sens pas aimé, parce que j'ai un problème. Le fait de rire, ça me permet de déjà prendre distance, de voir les choses un peu autrement. Alors, on va se faire l'apéritif, hein, je pense que c'est l'heure. Donc l'apéritif, on va faire du ho ho ha ha ha. On fait ho 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 ho, on se verse son verre. Allez, tous ensemble. Ho 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 ho. Ah. Ouais, c'est facile à morcer la pauvre, elle commence à avoir chaud. Cet exercice, il est vraiment efficace. Quand ça va pas, quand vraiment ça va pas, on va chercher cette énergie et ça va mieux. Déjà, ça va mieux pour nous. Puis après, le reste, ça se met en place. Donc, on va faire l'exercice de la moto. Et la moto, on s'imagine, on va faire tous ensemble, même si vous ne pouvez pas courir, mais on monte sur la moto, on choisit la moto qu'on veut, la moto, celle qu'on aime. Et là, je me fais... Mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, donc il faut le démarrer. Donc, je vais stimuler le rire, en imaginant que je stimule la moto, et quand je sens que cette énergie se met en route, je cours. Mais quand je fais ça dehors, dans un champ, dans un parc, et je commence à courir et rire, mais ça me nettoie tout. C'est-à-dire que vraiment, le verre ça fait 6 mois que j'ai dans la main, je l'ai posé. C'est bon, je ne le prendrai plus jamais. Tu vois, j'affronterai le problème autrement. Alors, je prends ma moto. Bravo, bravo. Très, très bien, très bien. Très, très bien. Voilà. Donc là, l'énergie est stimulée. On a appris à rire sans raison. On a appris à stimuler le rire. Donc voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. Et maintenant, on va travailler un problème en particulier. Donc, ce qui se passe, j'imagine qu'ici, j'ai un tapis. Et là, je vais rire sur ce tapis mon problème. Quel que soit le problème. J'en choisis un à la fois. C'est pas un problème. Et ce problème, ça doit me créer une sensation désagréable. C'est-à-dire, je peux avoir un conflit, une angoisse, une déception, tout ce qu'on veut. Je vais chercher le carburant. Hein? C'est facile. Voilà. Voilà. Donc, je vais chercher ce carburant. Je vais chercher sa sensation. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce problème qui est là, que je traîne depuis 10 ans, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ça fermentait dans mon intestin émotionnel. Et tous les choix que j'ai faits, je les fais avec ça. Tout à l'heure, j'expliquais quelqu'un combien ça pèse cette télécommande? 50 grammes. Au bout de 6 mois, ça devient épouvantable. Et tous les choix, je les fais avec cette télécommande à la main. Là, c'est pareil. Mettons quelqu'un qui a peur de l'avion. Quels que soient les choix qu'il fait, c'est sans prendre l'avion. Parce qu'il a le terreur. Donc il trouve un travail magnifique avec, il doit prendre l'avion 3 fois par semaine et dit, ah non, je laisse tomber, j'ai peur de l'avion. Il doit partir en vacances. Ah tiens, on t'offre un voyage. Mais non, je dois prendre l'avion, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et donc tous les choix, on les fait avec ça. Et on se rend compte qu'il y en a des milliers de peurs. Quand j'ai des milliers, le mot n'est pas faible. C'est-à-dire, on a tellement de peurs de toutes sortes, parce qu'on on a tellement de petites impressions, d'étiquettes qui nous continuent à émaner, qu'il faut apprendre à les nettoyer. Et donc, ça, ils influencent nos choix. Nos choix qui sont mentaux, émotionnels. Et donc, des fois, quand on fait des choix qui ne sont pas vraiment ce qu'on voulait faire, c'est parce que cette peur est plus importante que la liberté. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais devenir un héros spirituel, c'est-à-dire arriver à trouver quelque chose qui soit plus important, plus fort de cette peur. Tu vois, imaginez pendant la guerre, tu vois, les gens ils disent oui d'accord vous me faites peur, mais mon idée de liberté c'est plus fort que toi, paf, que cette peur. Donc il se dépasse. C'est ça, c'est dépasser, sortir de cette limitation. C'est ça qui est intéressant. Donc trouver cette agressivité naturelle, trouver cette vie de mordre la vie pleinement, de vivre pleinement. Et ça c'est merveilleux.
Donc, on va chercher un problème qui nous a gênés et on va prendre ce carburant et on va rire. Et on va utiliser ce carburant pour se construire, pour se libérer. D'accord? Donc, ça peut être un problème qu'on a, ou ça peut être une peur, ça peut être aussi une habitude, une mauvaise habitude qu'on a pris. Moi, par exemple, j'ai pris l'habitude que je mange un peu trop. Je mange un peu trop et je ne mange pas en conscience. Donc, je veux arriver à manger plus en conscience. Avant, par exemple, quand j'ai commencé le yoga de rire, j'ai essayé avec les biscuits. Moi, j'ouvrais un paquet de biscuits, je le finissais. Maintenant, je vois un paquet de biscuits, j'en mange 1, 2, 3 maximum, et je le referme. Je me suis aperçu, je dis, tiens, tu n'as pas fini ce paquet, ça marche. Donc, la mindfulness, ça fonctionne si on a envie de régler un problème. Si on n'a pas envie de régler un problème, ça ne sert à rien. Donc, si on a un problème, dites, je veux changer ça, vous essayez, mais ça ne suffit pas de le faire une fois, il faut le faire tous les jours. C'est tous les jours de dire, tiens, je continue à travailler sur ce... Je vais continuer à travailler sur cet objectif, je me suis fixé un objectif, je vais travailler là-dessus, et après quelques mois, je te dis, ah ben tiens, j'ai résolu ce problème, il n'est plus là. Enfin, on a vraiment changé en profondeur. Donc le yoga du rire, c'est vraiment bien parce qu'on peut aller jusqu'au fond de la casserole, à nettoyer au fond. Bon, assez discuté. Donc là, il y a mon tapis, et mon problème, c'est quand je commence à manger, je m'emballe. Je m'emballe et je mange plus de ce que j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, je veux apprendre à manger consciemment. Pourquoi je m'emballe? Parce que j'ai peur. Peur de mourir de faim. Pourtant, j'ai des réserves. Non, mais j'ai peur de mourir de faim. Donc, je vais chercher cette peur de ne pas manger assez, cette peur qui m'oblige à m'emballer. Et quand je vais manger, je vais être conscient. Donc, ça sera mon objectif que je vais me reprogrammer tout à l'heure dans la méditation. J'ai mis cette peur de mourir, ou peut-être c'est peur de ne pas faire assez de choses, ou il peut être autre chose. Mais ce que je cherche, c'est cette angoisse que quand je mange, je perds la maîtrise de moi-même. Voilà. Donc c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, voilà. Mais c'est un exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher cette angoisse, cette peur, ce carburant, et je vais m'efforcer de rire, et je vais le jeter sur mon tapis. Après, vous faites la même chose. Quand je le jette sur le tapis, vous allez m'aider, on va rire tous ensemble. Et après, si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice vous aussi. Et quand on a fini, on prend le tapis, on le jette dans la terre qui va tout transformer. D'accord? Donc, je vais chercher cette angoisse, cette sensation désagréable. Ça veut dire que maintenant, quand je vais manger et je vois que je m'emballe, je commence à sourire. Et vraiment rire. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que j'arrive à me maîtriser et manger calmement, correctement. D'accord? Et le sourire, la mindfulness, c'est-à-dire sourire en pleine conscience, c'est-à-dire que dès que je sens que si cette angoisse elle arrive, je vais sourire consciemment. Et le fait que je fais un sourire, je l'observe. Et dès que je l'observe, je suis le patron. Je suis le maître, donc je n'ai plus esclave de ça. Et là, je peux choisir. C'est là que devient le libre arbitre. Il faut choisir entre, ok, bon, c'est pas grave, je me laisse prendre, ou dire, non, stop. Je veux vraiment changer. Et là, c'est ça. C'est ça de venir trouver quelque chose, un objectif, une bonne raison de changer, trouver quelque chose. Okay? Quand on me dit ce qui se passe, je vais à l'intérieur de moi-même et j'observe. Et je vois que mon mental, il n'est pas libre. J'ai plein de filtres. Il n'est pas lumineux comme un soleil parce qu'il y a plein de filtres, il y a plein de pollutions psychiques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer de la lumière et je vais dire, toi, tu sors. Ah, tu ne sors pas, et je vais rire. Et je vais réciter des formules et des prières. Donc, mon mental, j'ai trouvé ma liberté psychologique. Émotionnellement, c'est pareil. J'ai ce fardeau tout le temps. Mais j'en ai marre. Je te prends cet exemple. Je travaille le yoga de rire avec mes collègues de travail. Et les clients aussi, parce que je travaille dans un hôtel, village de vacances, et comme animation, je faisais aussi le yoga de rire. Très intéressant, très enrichissant comme expérience.
Donc, ils savent très bien que, quel que soit le problème, je rigole d'abord et puis on va réfléchir. Donc, j'arrive au travail et ma chef, il vient me voir et dit, écoute, on a un problème, on me prend à part, on va dans le jardin, il me dit, écoute, il y a telle personne qui s'est suicidée, elle a laissé sa femme, ses enfants, tout ça, puis elle commence à pleurer et tout. Et moi, j'ai senti un poids là, un poids énorme. J'ai commencé à rire. Je me suis forcé. Elle était choquée, elle dit, mais c'est un blasphème, tu ne peux pas rire de ça. Elle s'est suicidée, Je dis, écoute, je l'aime, je lui souhaite de le paradis des papas, mais sincèrement, je n'ai pas besoin d'avoir ce poids pour prouver que je l'aime. Je l'aime autant, même plus, mais je n'ai pas besoin d'avoir ce poids, ce fardeau sur le... 2 jours après, mes collègues sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, on a rigolé un bon coup, c'est vrai que ça fait du bien, on l'aime toujours autant, mais on n'a pas besoin d'avoir traîné ce poids-là. Donc, c'est là qu'on se rend compte là, que ce corps émotionnel qu'on a là, ce corps émotionnel, on le connaît mal, on ne le connaît pas assez. En effet, on pourrait en parler pendant des années du corps émotionnel, du corps mental, parce qu'ils sont très sophistiqués, ils sont très complexes. Donc quand on commence à s'apercevoir, à dire, mais s'observer à l'intérieur, on dit, mais ça, je n'ai pas besoin, je veux travailler avec ça, je veux voir un corps pur. Pourquoi? Parce que si le corps est pur, il y a l'énergie constructive qui circule et tout ça va mieux. C'est une façon différente d'aimer. Une façon différente d'aimer. Donc ça peut être ce que tu veux, du moment que tu as cette énergie qui t'agace et tu veux t'en libérer. Dans ces exercices, elle est vraiment efficace. C'est maintenant, vous y réfléchissez un peu tous les jours. À moins 1 minute par jour, vous pensez à ça et dites, je veux régler ce problème. C'est-à-dire que pendant des années, vous avez ce problème, toutes vos cellules sont éduquées à ça, tout votre être est éduqué à ça, et tu dis, je veux régler ce problème. Et j'ai un outil. Je vais sourire et je vais rire. Et tu dis, mais quelle heure il est? Ben, c'est l'heure de rire. C'est très très bien. Donc, on va passer à... Donc ça, c'est l'exercice de yoga du rire. On va travailler probablement avec le même problème, on va en trouver un autre. On va travailler avec Ho'oponopono. Donc Ho'oponopono, c'est très à la mode, c'est très connu, c'est vraiment surtout très très efficace. J'ai vécu des miracles avec Ho'oponopono, donc je ne veux pas raconter ma vie, mais c'est vraiment quelque chose de particulièrement efficace. Donc, le maître, il dit, le maître Omar Mikhaël Ivanov, il dit la fraternité, c'est une pharmacie. Donc, il dit que c'est une auberge, comme une auberge espagnole, que chacun apporte ce qu'il a et tout le monde profite de ce qu'apportent les autres. Mais il dit aussi que tous les frères et sœurs sont une pharmacie, sont des médicaments. Alors, ça m'avait un peu interpellé, je dis, mais je ne comprends pas. Ces personnes-là, lui, elle, voilà, lui peut-être, mais non, absolument pas. Donc, ça m'a fait travailler. Et avec Ho'oponopono, j'ai pu trouver l'application. Enfin, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc, Ho'oponopono, je le compare, pour ceux qui connaissent l'enseignement de Omar Mikhaël Ivanov, aux formules de l'harmonie. C'est-à-dire, quand je récite les formules de l'harmonie, que j'ai un problème, j'utilise ces formules, ou je travaille au Ho'oponopono, j'arrive à peu près au même résultat. Donc, c'est pour dire que Ho'oponopono, c'est vraiment quelque chose de très efficace, de très puissant. Donc, comment ça fonctionne? Ho'oponopono, donc, c'était découvert aux Hawaï. Je ne vais pas faire tout l'historique parce que ça prend beaucoup de temps. Vous trouvez ça sur Internet, il est vraiment très très populaire, c'est vraiment très très bien. Donc le principe de Ho'oponopono, c'est qu'on est responsable 100% de ce qui nous arrive. Donc je suis responsable 100% de ce qui m'arrive et je dois travailler dessus pour me corriger. C'est très difficile. Par exemple, pas longtemps, j'avais un psychologue qui, quand je lui ai parlé de la mindfulness, a voulu essayer. Elle s'occupe beaucoup de l'université avec les jeunes de l'université. Elle me dit, mais quand quelqu'un a été violé, tu ne peux pas dire que est responsable 100%. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Je dis, oui, ce n'est pas elle qui a fait ça, mais est 100% responsable de sa souffrance, pas de ce qu'a fait l'autre. Donc, ce qu'on fait, je travaille sur ma souffrance. Et puis, je vais comprendre qu'est-ce que je dois développer. Au début, elle n'acceptait pas. Puis à la fin, ça ne lui a plu. Donc, un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe au moins 2000 fois. Mais cette envie d'apprendre à marcher, de grandir, elle est toujours en lui. Et il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Puis une fois qu'il a appris, il apprend à courir, et puis il apprend à faire du vélo, et puis faire plein de choses. Ce besoin de grandir, il est toujours en lui.
il est toujours en nous. On a toujours cette agressivité naturelle d'essayer de dépasser, de vaincre. On est très pollué pour plein de choses, on est dispersé, mais en effet, il est toujours en nous. Et en fonction de ce qu'on a besoin de développer comme qualité, parce que la grâce divine, l'énergie, l'amour de Dieu se manifeste à travers les qualités qu'on a, en fonction de la qualité qu'on a développée, on va créer des situations où je comprends les choses avec intelligence, avec la lumière, ou je vais les comprendre avec la souffrance. Et je vais créer les conditions pour développer cette qualité et grandir. Donc c'est vraiment l'instinct qu'on a depuis enfant de grandir, d'apprendre à marcher, d'apprendre à courir. Donc cet instinct-là, il est en nous. Et on s'aperçoit que quand j'ai un problème avec quelqu'un, la première des choses, je me dis, qu'est-ce que je ne veux pas comprendre, première des choses, et quelle qualité je dois développer. Ivanov dit, quand vous apprenez à travailler avec la lumière, en quelques heures, vous pouvez résoudre des problèmes que les autres y mettent 50 ans. Quand j'ai entendu ça, je dis, ouais, ça va, il fait bien sa pub. C'est vrai. C'est exactement vrai. Parce que quand on se remet en question et on change notre attitude intérieure, et on cherche à développer cette qualité qui nous manque, on s'aperçoit que le problème, il est résolu immédiatement. Il disparaît. Donc ça veut dire que moi, j'ai créé les conditions pour qu'ils comprennent avec la souffrance. Dès que j'ai compris, les conditions changent. Et j'ai changé ma destinée. La première des choses, bien sûr, c'est accepter qu'on a un problème avec quelqu'un. Donc j'ai un conflit avec cette personne, j'ai accepté qu'il y a un conflit. Parce que des fois, je dis non, ça va bien. Non, ça va pas bien, tu fais la tête, tout va bien, que tu te comportes mal. Je dis non, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai rien à dire. Ben justement, tu fais la tête, dis-moi ce que tu as. Et là, ah oui, oui, toi, il y avait un problème. Voilà, effectivement. Donc déjà, accepter qu'il y a un problème, c'est la première étape. Et c'est quelque chose que c'est difficile. Parce que accepter qu'il y a un problème, c'est vraiment une remise en question. Donc on ressort toujours dans la situation de tout à l'heure, on sort de notre zone de confort, on sort de notre point de vue et on est obligé d'affronter qu'il y a un problème. Maintenant, on se rappelle de la phrase que j'ai dit tout à l'heure de Steiner. Steiner dit « Travaille toujours avec les forces constructives ». Ça, c'est une phrase qui vraiment, c'est à la base de l'évolution, je dirais. C'est vraiment ça. Alors, il vient quelqu'un qui il va me faire du mal. Quelqu'un qui va me faire du mal, et il me fait une crasse, et puis il me dit des insultes, me donne un paire de gifles. La première chose que j'ai fait, je dis « Merci, je t'aime ». Puis mais t'es fou. Je dis « Ben non. C'est lui qui va me faire du mal, et moi, je vais être son complice, je vais l'aider à me faire du mal. Ben non, moi j'aime Valentino. Je l'aime. Ah non, moi je t'aime. Je t'aime, et je dis juste, qu'est-ce que je ne veux pas comprendre? Ok, je dois développer, j'ai ouvert une porte, donc je dois fermer cette porte. Je dois développer un respect de moi, je dois développer plus d'estime de moi, je dois développer plus de fermeté. Je vais éveiller une énergie tellement constructive, tellement merveilleuse, que par loi d'affinité, je la réveille en toi. Et je vais développer cette qualité, et quand je développe cette qualité, tu ne pourras plus me faire du mal, parce que j'ai compris le problème. Et là, on rentre dans la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Donc ça, c'est vraiment super important. Un vidéoprojecteur, tout le monde sait comment ça marche un vidéoprojecteur, il ne peut projeter que le DVD qu'on a mis dedans. On est d'accord. On ne peut pas projeter autre chose. Si on a mis un film, on a mis un PowerPoint, on ne peut pas montrer un film. Il montre seulement ce qu'on a mis dedans. On peut changer tous les écrans qu'on veut, ce sera toujours le même film. D'accord? L'œil, c'est mon vidéoprojecteur. Il ne peut m'en voir à l'extérieur que ce que j'ai à l'intérieur de moi. Tant que moi, je n'ai pas changé d'attitude, je n'ai pas développé la qualité que c'est nécessaire, je ne peux pas voir les choses autrement. Donc je suis coincé là-dedans parce que j'ai la même attitude. Donc quand je commence à réciter les prières, les mantras, et Ho'oponopono par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je vais éveiller une force en moi, je vais développer la qualité nécessaire pour pouvoir changer mon point de vue, ouvrir ma conscience. Et ces personnes qui sont monstres qui viennent me faire du mal, celui-là, il a fait esprit me faire du mal, je dis, en effet, merci, tu es gentil, tu travailles pour moi. Tu travailles pour moi parce que tu m'obliges à avancer. Dans les peintures, souvent, on voit le diable avec une fourche qui nous oblige à faire avancer les gens. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que grâce à toi, je suis obligé de me sortir de ma zone de confort, de me dépasser. Et maintenant, avant, je te voyais juste quelqu'un de mauvais, mais en effet, oui, tu es mauvais, mais tu es aussi quelqu'un de bien. Je vais voir aussi le bien en toi. Pourquoi? Parce que je l'ai éveillé en moi.
Et ça, c'est très difficile à éveiller le bien en soi. Pourquoi? Parce que si j'éveille le bien en moi, je suis obligé de me responsabiliser. Je suis obligé de devenir adulte. Je dis que je deviens 100% responsable. Et là, ça demande un effort, ça demande de la concentration, ça demande une volonté. Donc je ne me laisse pas aller. Je suis dans cette énergie d'activité, d'avancer. Donc plus je travaille les formules de Ho'oponopono pour développer la qualité nécessaire, qu'est-ce qui se passe? Ça me permet d'éveiller quelque chose de merveilleux qui, par loi d'affinité, je le vois en lui. Oui, il peut me faire du mal, mais moi je vais tellement me renforcer qu'il ne pourra plus me faire du mal. Et même, il ne me dérange pas. Au contraire, il dit, viens, on va travailler ensemble. Pourquoi? Parce que je ne le vois plus comme quelqu'un de mauvais. Je vois quelqu'un de bien qui souffre. Mais je me suis renforcé. Autrement, j'ai subi ces situations. Et quand je vois une personne qui est seulement un monstre, une personne qui est seulement très bien, je dis, non, il y a un problème là-dessus. Tout le monde est très bien, tout le monde est très mauvais. On a tous les deux côtés. Donc, il faut savoir prendre la distance et installer une autre relation. Donc, voilà, l'éveil de la conscience. Donc, maintenant, s'il y a une tache dans le visage, je peux changer tous les miroirs du monde, j'aurai toujours la tache. Il faut que je nettoie cette tache. Donc, accepter déjà que j'ai une tache. J'ai accepté que j'ai un problème. Donc, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, la première chose que je me pose, c'est qu'est-ce que je ne veux pas comprendre? Ok. Mais ça m'est arrivé d'avoir un conflit, il y a eu une équivoque avec quelqu'un. J'étais dans un ashram en Inde, et un équivoque, et ça est devenu très très violent. Très violent, on était prêt à passer aux mains. Je dis, oh là, ça commence à être grave. Et pourtant, je dis, mais je sais que je suis pour rien là-dedans. Je n'ai rien fait. Et donc, la première chose que j'ai fait, je dis, qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Je dis, bon, je ne le vois pas tout de suite. Et je commençais à réciter Ho'oponopono. Mais je l'ai récité pendant des heures, quand j'ai marché, quand j'ai mangé, quand j'ai me lavé. Dès que je pouvais, j'ai récité cette formule. Et la formule, c'est, je suis vraiment désolé, je demande pardon, merci, je t'aime. Bon, moi, je l'ai adapté un peu à ma façon. Je me dis, je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation. Donc, je suis 100% responsable. Au début, je dis, mais je suis rien là-dedans, je n'ai rien à voir. 100% responsable. Je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation. Je te demande pardon de te faire jouer ce rôle d'aussi méchant. Je commence déjà par demander pardon. Merci de travailler pour moi, de me rendre compte que je dois développer une qualité. Et je t'aime. Je te libère. Le je t'aime, il ne sortait pas. Hein. Au début, il restait là. Ouais, désolé, ça va, mais je t'aime. Hors de question. Puis à force de mentir, dire je t'aime, c'est devenu vrai. Puis d'un coup, je commençais à développer quelque chose de positif à moi. Et je me suis rendu compte que j'avais une grosse lacune. Et à fur et à mesure que j'ai développé cette qualité, la personne a changé complètement d'attitude. Jusqu'au point qu'on se dit, mais tu as raison, excusez-moi, oui c'est vrai, on s'est fait les excuses à l'époque, on s'est serré dans les bras, on se dit, ok c'est bon, c'est fini, maintenant on est amis comme avant. Même on est mieux plus qu'avant parce qu'on a installé une relation plus saine. Mais moi, j'ai fait le travail sur moi. En quelques jours, j'ai réglé un problème qu'autrement, ça aurait duré 50 ans. C'est là que la phrase d'Ivalov veut dire, quand vous apprenez à travailler avec la lumière, c'est-à-dire quand vous arrivez à vous remettre en question avec vous-même et changer votre attitude, pour moi c'est ça la traduction, tu peux résoudre des problèmes que les autres mettent 50 ans. Parce qu'ils ne sont pas conscients, ils répètent toujours la même erreur, comme on dit ce que mais si on est conscient, on se dit, ok, il y a un problème, je corrige. Donc, Ho'oponopono devient vraiment quelque chose d'extrêmement efficace à utiliser au quotidien. À un moment donné, j'ai eu un autre conflit, un autre problème. Oui, j'ai beaucoup de conflits avec tout le monde. Je suis normal. Des fois, je me mets des messages et je le mets dans les chaussures. Et chaque fois que je marche, je me le dis. Ou l'objectif. Toi, je veux atteindre cet objectif, je veux trouver cette solution. Ou, voilà. C'est-à-dire que le fait que je me mets là et je le répète, qu'est-ce qui se passe? Je commence à changer ma destinée. Ce que c'est très intéressant, ça pour moi, c'est travailler avec l'amour qui libère. C'est-à-dire que l'amour qui libère, qu'est-ce qu'il fait? Quand je commence à accepter, à rentrer dans le monde de l'humilité, développer l'humilité et travailler avec cette énergie qui construit, je change ma destinée. Et je paye le karma différemment. C'est quand j'ai un problème avec quelqu'un, cette personne que je devais développer la qualité, c'est comme un karma. Cette personne avait un karma pour moi et m'obligeait à avancer. J'aurais pu mettre 50 ans à développer cette qualité et payer ce karma. Mais le fait que j'ai développé la qualité, en quelques semaines, c'était réglé. C'est fini. Donc, c'est-à-dire que le fait que je pratique la méditation, le fait que j'ai un méthode spirituelle, j'en ai même plusieurs de méthodes spirituelles, le fait que j'ai envie de vivre bien, j'ai envie d'être heureux.
je ne peux pas progresser tant que j'ai ces fardeaux-là. Donc la première des choses, c'est-à-dire que si je veux méditer bien, il faut que j'ai un comportement correct. Ça veut dire que quand j'ai ces fardeaux, comme je disais tout à l'heure, c'est une boule de neige que je traîne, je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller vite parce que j'ai plein de casseroles, j'ai plein de... Donc il faut que je les libère. Donc au fur et à mesure qu'il y en a un qui vient en surface, je le libère. Une chose très importante que j'apprécie beaucoup d'Ivanov dit, le maître Omar Mikhail Ivanov dit, l'important c'est de travailler avec la lumière, ne pas aller chercher les problèmes dans le subconscient. Vous travaillez avec la lumière, et au fur et à mesure qu'on descend dans le subconscient, les fauves, les bêtes féroces qui sont là, ils ont peur de la lumière, elles s'en vont, et pouvez nettoyer votre subconscient. Donc, c'est-à-dire l'objectif, ce n'est pas aller chercher des problèmes. Mais au fur et à mesure qu'ils font surface, qu'ils arrivent, je travaille avec la lumière pour les transformer et les corriger. Il y a une phrase du maître Mata Amritanandamayi, Amma, une phrase qui ça m'a vraiment beaucoup plu et ça m'a vraiment changé la vie. Elle dit « Une tornade est tout puissante et peut démolir tout sur son chemin, mais contre le brin d'herbe, elle ne peut rien. C'est la puissance de l'humilité. » Donc, c'est-à-dire que quand j'ai un conflit, ça veut dire que déjà mon mental, mon émotionnel est en train de l'alimenter et je l'ai attiré. C'est moi qui ai créé les conditions pour comprendre quelque chose, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il peut me détruire. Et on voit des fois des conflits qui durent des années, il dit, mais pourtant, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais parce qu'on est esclave de ça, on est esclave de son mental. Mais ça arrive à entrer dans l'humilité, c'est-à-dire que j'arrive à m'observer et je deviens humble. Et je demande de l'aide au maître, je demande de l'aide à la lumière. Et je cherche vraiment de développer, d'éveiller cette force constructive et travailler cette force constructive. Qu'est-ce qui se passe? Je travaille avec cet amour qui libère. Donc, l'humilité, il va me permettre d'affronter ce tornade, et ce tornade il va se calmer et il va disparaître. Donc c'est ça le pouvoir et la puissance de Ho'oponopono. C'est-à-dire que c'est vraiment un levier, un outil que tu dis, ok, j'ai une souffrance, que ce soit psychique, émotionnelle, j'ai créé ces conditions et j'ai créé ces conditions parce que je dois comprendre quelque chose, je dois développer une qualité, je vais la développer jusqu'à quand ce problème disparaît. Et des cas comme ça, j'en ai vu plein. Mais il faut bosser, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en question, il faut prendre sur soi et travailler, chercher des déclencheurs. Comme je disais tout à l'heure, on est des esprits dans un conteneur, donc on sécrète, on bouge des énergies. On est là pour générer des énergies. On peut être des usines à poison, et je reste à parler avec ce conflit comme une usine à poison, ou je vais travailler avec l'énergie constructive et je deviens une source de bénédiction. Il faut choisir ce qu'on fait. En effet, chaque être humain, c'est comme une usine, c'est comme un moulin. Positif ou négatif, il faut choisir. Donc, moi, je me dis, vu que je veux vivre heureux, je ne veux pas avoir raison, je veux être heureux. Donc, je lâche ça et je travaille avec des forces positives. Et c'est même la base même, une des bases de la méditation, c'est-à-dire que quand on commence à observer les pensées qu'on n'aime pas, on n'alimente pas. On va chercher d'alimenter quelque chose de positif. Et ces pensées, ça va tout seul. Donc c'est là, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on continue à travailler dans cette lignée, on va travailler qu'avec des forces positives et constructives. Donc on peut tout sur nous-mêmes dans notre vie intérieure, mais on ne peut pas dans l'extérieur. Je prends cet exemple. Maintenant, vous êtes habillé comme ça, et tout d'un coup, la température descend à moins 30 degrés. Direct. On est surgelé. On ne bouge plus. Ok? On est surgelé. Mais si je suis habillé correctement, si nous sommes habillés correctement, moins 30 degrés, ça ne fait pas peur. Ce n'est pas confortable, mais ça ne fait pas peur. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les conditions extérieures, elles sont là. Il y a des coups durs, des difficultés, etc. Mais c'est moi intérieurement, je me renforce et j'ai fait le travail nécessaire pour bouger mon attitude, de changer cette attitude, de changer mon point de vue, de sécréter des substances, des énergies constructives, positives. Le problème, ce n'est plus un problème, c'est un carburant. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tous les problèmes, c'est du carburant. Mais il faut savoir où on veut aller. C'est-à-dire qu'on peut rouler toute sa vie et répéter les mêmes erreurs, on dit non, mais moi je veux aller là, je veux vivre une chose merveilleuse, je veux vivre de belles méditations, je veux avoir de belles relations, je veux que mon travail ça se passe bien, je veux m'épanouir. Donc je ne vais pas m'arrêter à ça. Au contraire, je prends cette énergie pour vivre quelque chose de constructif. Donc c'est vraiment l'orientation que je donne à ma vie qui devient différente. Et là, la mindfulness devient quelque chose d'extrêmement puissant, efficace. Sourire en conscience. Donc on arrive à comprendre comment ça marche Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est-à-dire que je vais réciter les mantras,
je vais déclencher une force positive en moi, de sorte que ce problème, ça devient un carburant pour me dépasser. D'accord? Bon, déjà, il faut accepter le problème. Et il faut réciter le mantra. Pour ça, il faut arriver à trouver des exercices positifs. Des exercices de trouver notre vraie identité. Et donc, j'aimerais bien que vous vous levez et on va faire cet exercice ensemble. Et tout le monde va le faire. Donc, l'exercice que je demande à tout le monde de le faire, et il y en a qui ont vraiment du mal à le faire, ils ont vraiment été étonnés, mais c'est vraiment très efficace, c'est celui-ci. Et je vous demande de le faire tous les jours, tous les matins en particulier, mais plusieurs fois par jour. Dans ces exercices, le matin, quand je me lève les mains, le visage, bon, je dis mais quelques formules positives, puis je me regarde dans la glace et je dis « Bonjour Valentino, je t'aime. Je te souhaite une lumineuse journée. Je te souhaite d'être heureux, d'être en bonne santé, d'avoir de belles relations, que tout ça se passe bien pour toi. Je t'aime, je te souhaite une super belle journée. Tu es mon meilleur ami. » Et là, ça change déjà tout. Quand je parle avec un client qui vient conflictuel par tous ce problème, pendant qu'il parle, je fais juste ça. Et là, je suis en train de me dire, Valentino, je t'aime. Le fait que moi, je m'aime, j'ai créé un espace, une protection. Parce que si moi, je ne m'aime pas, personne ne va le faire. Et j'ai un pouvoir, mais j'ai un pouvoir immense. Et quand je commence à m'aimer, juste comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'installe l'harmonie en moi. Je travaille comme force positive. Et cette force positive qui va aider à résoudre tous les problèmes. Donc il faut apprendre à travailler avec cette énergie, il faut apprendre à travailler avec cette force. Travailler toujours avec les forces constructives. Donc j'aimerais que chacun de vous il fasse cet exercice. Donc vous dites, tu dis ton prénom et tu dis je t'aime et tu te souhaites de belles choses. Ce que tu penses. Imagine que tu prends de la distance, donc tu n'es plus dans ce contenant et tu te souhaites. Tu t'occupes de toi. Okay? C'est toi qui vas t'occuper de toi. Et qu'est-ce que tu aimerais te souhaiter de mieux? On peut aimer les autres, mais toi. Voilà, vas-y. Par exemple, je fais des ateliers, des personnes qui disent non, je ne dirai jamais ça. Je dis, ok, je ne dis pas, c'est bon, il ne faut pas forcer. Puis les personnes disent mais j'arrive pas à dire je t'aime. Je dis mais c'est toi, tu n'arrives pas à t'aimer toi. Imagine-toi les autres, la difficulté, tes collègues de travail, ton mari, ta belle-mère. Qu'est-ce qui peut être difficile pour elle? C'est toi, tu n'arrives pas à t'aimer, figure-toi les autres. Donc, mais c'est toi, tu t'aimes. Et c'est là que ça devient super intéressant. Si je m'aime, je commence à travailler avec ces forces constructives. Quand mon verre est plein, ça va déborder. Donc je vais devenir une source de bénédiction. Ça va couler. Parce que je travaille cette énergie, je cherche cette force, je cherche cette énergie qui descend. Mais si moi je ne m'aime pas, et je n'ai pas intérêt, parce que je suis toujours projeté dans mon mental, dans tous ces chemins mentaux, et de fouiller toujours en avant, au penser le passé, ça n'avancera jamais. Et là, c'est intéressant parce qu'on commence à changer sa destinée. On change ses objectifs. Donc, on commence à incarner ce monde supérieur, ce monde merveilleux supérieur. Il descend. Et on vit là-dedans. Et tout le monde a vécu cette belle sensation. Donc, il faut continuer. Il faut mettre de l'attention, il faut mettre de l'énergie. Comme un corps physique qui ne travaille pas, il s'atrophie, ben c'est la même chose. Si les corps subtils, les corps supérieurs, on ne les anime pas, on ne les active pas, on ne travaille pas avec, ils s'atrophient. Donc c'est là que c'est intéressant de travailler avec. Je reprends mon sujet de tout à l'heure. Donc, quand je mange, j'ai un problème quand je mange, que je m'emballe et j'ai du mal à me maîtriser quand je mange. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que je dois apprendre à me maîtriser, je dois apprendre à prendre la distance. Sans doute, il y a d'autres choses à développer, à comprendre que je n'arrive pas. Donc, je vais chercher la sensation désagréable d'être esclave de cette phobie de manger. Et je commence à lui dire merci. Je t'aime. Et ça, c'est vraiment particulier. Et après, vous faites la même chose avec votre problème que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, je vais rechercher le carburant, comme tout à l'heure. Je vais rechercher cette sensation désagréable, cette angoisse. Et je vais utiliser ce carburant pour me construire. OK? Je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation. Je suis vraiment désolé
de m'embarquer là-dedans. Et là, je parle avec Valentine, mon enfant intérieur. Tu vois, parce que lui qui est en train de souffrir. Quand je vis dans cette souffrance, parce que quand je m'acharne sur la nourriture, j'ai une souffrance, donc je me dis, je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation. Bon, je te demande pardon de te faire souffrir. Je te remercie de me prendre conscience. Je dois corriger ce problème. Et je t'aime. Mais en même temps, je dis je t'aime aussi à cette angoisse. En effet, c'est cette angoisse que je suis vraiment désolé. Cette angoisse, c'est vraiment comme une entité qui se nourrit de souffrance. Mon esprit qui se nourrit de souffrance. Donc je dis, je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation, d'avoir attiré à cette angoisse. Je te demande pardon de te faire jouer ce rôle aussi affreux. Merci de me rendre compte, que je manque de maîtrise et je t'aime. Je te libère. On va voir ailleurs. Oui, on va voir ailleurs. Donc, c'est-à-dire que je prends responsabilité 100% de cette angoisse, cet ennemi, parce que des fois, ça peut être manifesté vers une personne, mais là, effectivement, c'est juste une entité à travers moi. Je l'affronte et je l'aime. Je lui dis, je t'aime, je te libère. Dès que je l'aime, elle est désarmée. Parce qu'il n'y a plus d'emprise. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il n'y a plus de résonance. Donc, il est obligé d'aller voir ailleurs. Je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation, de t'avoir attiré jusqu'ici. Je te demande pardon de te faire jouer ce rôle aussi affreux. Merci. Je t'aime. Merci. Je parle à la situation. Je parle à l'angoisse, au problème que j'ai. Et là, je me sens déjà mieux. Je sens comme qu'il y a quelque chose de sorti de moi. Tu vois? Voilà, je me sens mieux. J'ai senti l'angoisse et là, j'ai éveillé quelque chose de positif en moi qui puisse sortir. Ok? À vous. Donc, est-ce que vous sentez la différence quand vous pratiquez ça par rapport à la relation? Là, on est rentré dans l'humilité. C'est ces tornades qu'on a en nous, ces tornades qu'on a en nous, dans notre mental, dans notre émotionnel. Dès qu'on devient humble, elle devient impuissante. Et on travaille avec la force constructive. Donc ça devient vraiment extrêmement efficace. Dès que j'ai une souffrance, c'est une tornade. Je cherche l'humilité. Je suis vraiment désolé, pardon, merci, je t'aime. En effet, il y a des milliards d'entités qui sont là. Il y a des entités qui se nourrissent des souffrances et des entités qui se nourrissent des gratitudes. Donc quand on va dans cet amour qui enchaîne, c'est les entités qui se nourrissent des souffrances qui nous tirent vers le bas. Mais quand je travaille avec la gratitude, je prends ma responsabilité. Alors je nourris les entités qui se nourrissent des gratitudes, des reconnaissances, des joies, des bonheurs. Je travaille avec une autre énergie, j'attire des entités lumineuses. Et là, je peux changer ma destinée, je peux changer vraiment, payer mon karma différemment et changer mon attitude. Et là, mes journées sont différentes et on s'aperçoit que les gens, ils changent complètement leur attitude envers nous, mais c'est remarquable. Je dis, mais je n'avais pas imaginé qu'on travaille d'une demi-heure, d'une heure là-dessus, j'ai réglé ça. J'avais un problème très très conflictuel, je raconte cette anecdote, avec quelqu'un, et ça faisait 13 ans que je l'avais là. Et chaque fois que je passais devant chez lui, j'avais un fil d'insultes qui partait. Mais moi, j'en avais marre. Il habite à côté de chez moi. Donc, ce que j'ai fait, quand j'ai trouvé ce livre Ho'oponopono, la première chose que je me suis dit, je vais voir si ça marche. Je suis descendu, je faisais 2 km à pied, 1 km aller, 1 km au retour, peut-être un peu plus, en récitant toujours cette formule. Je suis vraiment désolé, pardon, merci, je t'aime. Et plus je sentais cette angoisse, ces insultes, parce que j'ai trouvé de l'injustice, j'étais une victime, tout ce qu'on veut. À fur et à mesure que je dis ça, donc je suis vraiment désolé, pardon, merci, je t'aime, même pas. Le premier jour, ça sortait même pas, ça s'arrêtait là, je ne pouvais pas le sortir. Puis je suis arrivé à le dire. C'était pas vrai, mais je le dis quand même. J'ai duré 1 semaine, ça durait. Au fur et à mesure que j'ai fait ça, j'ai vu que j'étais victime à 100%, j'ai commencé à trouver une part de responsabilité dans le conflit. Au bout d'1 semaine, j'ai réglé le problème à 80%. 80%. Au bout de 2 semaines, je suis allé chez lui boire le café. Pour vous dire, le miracle, mais ça fait 13 ans que j'avais ça. 13 ans que je traînais avec ça. C'est inimaginable. Donc ça veut dire que et tous ces poids qu'on a émotionnellement, mentalement, ils influencent nos choix. Parce que tu vas faire quelque chose, tu dis non, il est là, je ne le fais pas. Et non. On va régler ça. Donc je prends 100% de ma responsabilité. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui ai créé les conditions.
Alors au début, c'est un peu difficile à accepter, parce que je dis, mais non, c'est 100%. Pourquoi? Parce que je peux choisir, ou je continue à faire la victime et traîner ce problème encore, et répéter la même erreur, ou je dis, non, non, écoute, je suis responsable, mais on règle ce problème et on avance. C'est un choix. On a fini cette partie de Ho'oponopono. Donc, on va faire une méditation ensemble, guidée. Et cette méditation guidée, ça va reprogrammer les objectifs. Donc, vous pensez au problème que vous avez évoqué. On va faire la 4e partie de la mindfulness, la partie de la méditation et reprogrammation des objectifs. Donc, nos cellules, notre corps est habitué à des gestes. Il est habitué à... Il est éduqué en façon de vivre. Donc, ce qu'on va faire, le fait qu'on a pu rire, sortir un peu de certains schémas mentaux et on a nettoyé notre émotionnel, on va reprogrammer les cellules et leur donner de nouvelles habitudes. Ce travail, c'est conseillé de le faire un petit peu tous les jours, même éventuellement plusieurs fois par jour, pendant 1 minute, pour rechercher la sensation des cellules et pouvoir les reprogrammer. Donc, on a déjà rigolé. Donc, avant toute méditation, je conseille toujours de rire au moins 1 ou 2 minutes. Enfin, en tout cas, avoir un bon fou rire avant de faire la méditation. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrive à faire avoir un fou rire, on lâche toutes les tensions et la méditation devient fluide. On la réussit beaucoup plus facilement. Tout d'abord, on va contracter les mains, les pieds, les jambes. On allonge les jambes déjà. Et on contracte tout. On se contracte les poings, les mains, les pieds. On contracte et on lâche. On inspire, on contracte tous les muscles et on lâche. Et là, on sent que tout ça circule. On respire, on contracte encore une fois. Et on lâche. Donc, on inspire évidemment la lumière. On va essayer de visualiser toujours la lumière quand on inspire. Et on expire la lumière. Maintenant, on va faire l'exercice de la caméra. On s'imagine qu'il y a une lumière qui rentre dans les pieds et va détendre, relaxer les pieds. Les pieds sont détendus, relaxés, tout lumineux. Je leur dis merci aux pieds de tout le bon travail, de tous les services qu'ils nous rendent. Cette lumière, elle monte dans les chevilles. Les chevilles sont détendues, sont relaxées. Je leur dis merci pour tout ce bon travail. La lumière, elle monte. Les mollets, les tibias. Ils sont détendus. On inspire la lumière et on expire la lumière. Les genoux, les cuisses. La lumière, elle monte. Les jambes sont toutes détendues, relaxées. Et on leur dit merci. Merci. Merci pour tout ce bon travail qui nous amène partout. On s'imagine aussi que toutes les cellules ils disent merci, participent dans ce travail. On continue. La lumière monte au niveau du bassin. Et tout est détendu. Les fesses sont détendues. Tout est lumineux. Les organes, tout est descendu. Lumineux. Il leur dit merci pour tout ce bon travail. La lumière monte. On arrive aux viscères, aux reins, intestins. Tout est lumineux, détendu. On leur dit merci pour tout ce bon travail, de ce bien service qu'ils nous rendent. Merci, merci, merci. La lumière monte au niveau de la poitrine, les poumons, tous les organes. Merci pour ce bon travail. Et tout est détendu, relaxé. La lumière monte aux épaules, les bras, les mains. Tout est détendu, relaxé. Et je leur dis merci pour ce bon travail. La lumière continue à monter. Le cou est détendu. La tête, la boîte crânienne.
Le visage est tout détendu. Le front est détendu. Le visage, les joues, le menton. Tout est détendu et lumineux. J'inspire la lumière, j'expire la lumière. Maintenant, comme le roi d'un royaume, je demande à toutes les cellules de participer à ce travail, de dire merci. Je leur dis merci, merci, merci. Et toutes les cellules, tous les organes disent merci les uns aux autres. Tout le monde travaille dans ce travail de gratitude. J'inspire, je vais chercher la partie la plus petite de moi, la plus infime, la plus petite de moi. J'inspire et j'expire, je remplis toute la salle de lumière. Toute la salle, je la remplis de gratitude, d'une pensée de gratitude, de lumière. J'inspire, je vais chercher la partie la plus petite de moi, la plus infime. Et j'expire et je remplis toute la planète de lumière, toute la planète de gratitude. J'inspire, je vais chercher la partie la plus petite de moi et je remplis tout l'espace de lumière, de gratitude, jusqu'aux étoiles. Et je leur dis merci. Et je demande aussi à toutes les cellules de participer dans ce travail. J'inspire, je vais chercher la partie la plus infime de moi, la plus petite de moi. Et j'expire jusqu'aux confins de l'univers. Je dis merci, je vous aime, à toutes les étoiles, à toutes les entités. Et j'imagine que toutes les cellules sont comme des soleils et participent dans ce travail. J'inspire la lumière et j'expire la lumière le plus loin possible. Et je remplis tout l'espace, tous mes corps subtils sont remplis de gratitude et de lumière. Merci. Merci. J'inspire la lettre A et j'expire la lettre jusqu'aux confins de l'univers. Et je remplis tout l'espace d'énergie. Et je demande à toutes les cellules, à tous ces soleils, ces milliards de soleils qui sont en moi, de participer. J'inspire la lumière, je vais à la partie la plus petite de moi, et tous ensemble, j'expire, et je vais remplir tout l'espace, tout l'univers, toute la planète de lumière, de gratitude. J'inspire la lumière, j'expire la lumière le plus loin possible. Et je vais chercher mon enfant intérieur. On va chercher cette partie de moi que j'oublie trop. Et je lui dis son prénom. Et je lui dis je t'aime, je vais m'occuper de toi. On va réussir ensemble, on va dépasser les obstacles ensemble. Je serai toujours avec toi, je t'aime. Et dis ton prénom et dis-lui je t'aime. Et tu demandes à toutes les cellules de participer à ce travail. On rassure l'enfant intérieur, on l'encourage, on essaie de l'accompagner vers les nouveaux objectifs. Tout à l'heure, on avait des objectifs. Donc on va les reformuler. Et on va demander à toutes les cellules et l'enfant intérieur de participer à atteindre cet objectif. Il faut qu'il soit vraiment clair cet objectif. La clarté, c'est le pouvoir. Plus on est clair, plus on est précis, plus ce sera facile d'atteindre cet objectif. Donc on demande à toutes les cellules de participer
atteindre cet objectif. Et vous dites que vous engagez tous les jours à faire ce travail, au moins pendant une semaine. Et tous les jours, y pensez quelques secondes de participer, demander aux cellules de participer à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. On inspire la lumière et on expire la lumière. Et on remercie toutes les cellules. On lui donne de la considération, de la gratitude, du respect pour tout le travail qu'ils font avec nous. Et on les aide à les éduquer dans cet objectif. On inspire la lumière. On s'imagine que tous les organes sont des soleils, que toutes les cellules sont des soleils. En effet, nous sommes un soleil. Il y a une énergie solaire dans ce conteneur, le corps physique, et on rayonne. Et on émane une énergie positive, lumineuse. Et on remplit toute la pièce de lumière. On remplit tout l'espace de lumière. Toute la planète. Tout l'univers rempli. Jusqu'aux confins de l'univers, on envoie la lumière. La positivité, la gratitude. Tout le corps participe dans ce travail. J'inspire la lumière et j'expire jusqu'aux confins de l'univers. Et je remercie, je remercie. Maintenant que je suis dans la lumière, dans l'énergie de la gratitude, dans cette énergie constructive, j'imagine toute l'humanité, une seule personne. Et je lui donne cet amour, je lui donne cette lumière. Et je lui souhaite de se libérer, de vivre une vie divine. Et je lui donne cette énergie, je déverse cette énergie sur toute l'humanité. Et aussi cette personne à laquelle j'avais un conflit, elle aussi, je lui souhaite ça, je lui envoie cette énergie positive, je lui serre la main et je lui souhaite d'être heureuse ou heureux. J'inspire la lumière et j'expire la lumière jusqu'aux confins de l'univers. Je leur dis merci, je vous aime, je vous aime. On inspire la lumière et on expire la lumière dans tous les pores. La peau, elle expire la lumière, comme un vrai soleil. On revisualise l'objectif à atteindre. On remercie. Intérieurement, avec la voix très douce, pour réciter la formule de haut idéal, ou celle de la gratitude, le haut idéal. Ayant le corps pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, et l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ayant le corps pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers
et l'Esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ayant le corps pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers et l'esprit uni à Dieu et puissant comme Dieu. Боже та любов носи повний живот. Боже та любов носи повний живот. Боже та любов носи повний живот. Quand vous êtes prêt, vous pouvez bouger les mains, les pieds, et puis vous asseoir. Mais gardez le silence. Merci.